5 ans après l'incendie de Notre-Dame, c'est le sujet de Parlons-en aujourd'hui avec vous. Donc Mathieu Lours, rebonjour, merci encore d'être avec nous. Je le disais, vous êtes historien de l'architecture, spécialiste des architectures religieuses. À noter votre dernier ouvrage, Les cathédrales dans le monde, religion, nation et pouvoir, c'est chez Gallimard. Et La grâce des cathédrales, une esthétique du sacré aux éditions Place des Victoires. Avec nous également Julien Sauvager. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes grand reporter ici à France 24 et vous assurez, comme on dit dans le BTP, le suivi de chantier à Notre-Dame de Paris, car depuis l'incendie, tous les ans, les équipes de France 24 se sont rendues à Notre-Dame pour voir comment évoluer ce chantier hors norme. Quelques mots d'abord, Mathieu Lours, avec vous, de ce 15 avril 2019, de cet incendie qu'on a pu suivre quasiment en temps réel sur toutes les télévisions du monde entier, et notamment ce moment tragique où la flèche de Viollet-le-Duc s'est effondrée et emporté avec elle une partie de la toiture. Est-ce que vous vous souvenez du sentiment personnel qui vous habitait ce jour-là? Ah oui, je m'en souviens très bien. J'étais sur le pont de la Tournelle, juste derrière, et je constatais sous mes yeux que la manière dont, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, on avait raconté les incendies de cathédrales, eh bien, ça se passe exactement comme ce que nous disaient les textes anciens. C'est vraiment sidérant, parce qu'un incendie de cathédrale, ça faisait partie du passé. Enfin, et puis là, on assiste à ce désastre, on est littéralement sidéré, on est scotché là-devant, on voit ce qui se passe et on vit une sorte de moment historique. On a l'impression que tout peut basculer. Enfin, c'est vraiment un instant de bascule, comme ça. On se souvient des Parisiens sur les quais de Seine et qui regardaient très émus ce qui se passait devant leurs yeux. Notre-Dame, c'est un symbole de la chrétienteté, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui accueillait 12 millions de visiteurs par an. C'est l'un des monuments les plus visités au monde. Julien, voilà, il y a eu une émotion véritable à Paris, mais bien au-delà, bien sûr, qui allait au-delà de la dimension religieuse, bien sûr, de Notre-Dame. Oui, je crois qu'il n'y avait pas besoin d'être particulièrement un fervent catholique ou même d'avoir cette croyance finalement pour être touché, parce que c'est quand même un des grands symboles de la France, on l'a dit, un des bâtiments les plus visités, un des plus emblématiques, un des plus anciens aussi, un de ceux qui est là depuis donc, le XIIe siècle, 900 ans d'existence avant cet incendie. Donc, évidemment, ça a touché l'ensemble des Français, mais pas que. Et d'ailleurs, on a pu le voir au fur et à mesure là, de cette rénovation avec les dons, puisque une grande partie de cette rénovation s'est faite grâce à des dons de personnes privées, et énormément de dons proviennent de l'étranger. Il y a bien sûr des Français, mais aussi énormément de l'étranger, notamment des Américains, qui se sont extrêmement mobilisés pour aider à cette reconstruction, ce qui a permis d'ailleurs assez rapidement, finalement, à l'établissement en charge de cette reconstruction, de réunir les fonds suffisants, parce qu'évidemment, un chantier de cette taille, sur un bâtiment de cette importance, un chantier de cette taille, de cette complexité, demandait des moyens, eux aussi, totalement hors normes. 845 millions d'euros récoltés, Mathieu Lours, plus de 300 000 donateurs et mécènes, effectivement, dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui, à l'époque, quand on a su le montant qui avait été récolté, s'étaient dit gênés de voir que cette cause patrimoniale récoltait presque plus d'argent que des causes humanitaires, par exemple? Alors, on ne peut pas dissocier le patrimoine et l'humain, parce que ce qui est donné de beau, de grand et d'historique à l'humanité, ça fait partie aussi du patrimoine. C'est un vieux débat. Déjà au XIIe siècle, il y avait les tenants de la richesse des édifices et puis les tenants de la pauvreté. C'est un débat qui, en fait, nourrit l'un et l'autre. Parce que plus on demande de la générosité pour l'humain, plus on peut espérer de la générosité pour le beau. Donc plus on donne, plus on donne. Et là, on est dans un cercle vertueux. Et ce qu'on va voir, cette Notre-Dame métamorphosée, restaurée, eh bien, elle sera ouverte à tous, justement, et visible par tous. Alors cet argent a permis effectivement un chantier hors norme, on va le détailler dans un instant, mais d'abord, force est de constater 5 ans jour pour jour après l'incendie, et c'est assez rare pour être souligné dans le BTP, c'est que les délais sont tenus. Oui, généralement, quand l'argent est là, que la compétence, l'excellence et la capacité d'organiser le chantier sont là, quand tout ça c'est là, ça fonctionne bien. Dans l'histoire, les chantiers qui dysfonctionnent ou les chantiers qui traînent en longueur, c'est quand on n'a pas d'argent, quand on a une rupture dans la direction d'ouvrage. Là, franchement, il n'y avait aucune raison pour que ça fonctionne mal. Surtout pas en France. On a l'excellence de ces chantiers de restauration depuis au moins 2 siècles. Compétence, excellence, dit Mathieu Lours, Julien, au prix d'une mobilisation absolument phénoménale de dizaines, de centaines de corps de métier qui ont su retravailler aussi avec des techniques millénaires. Ouais, c'était vraiment un des principaux défis finalement, parce que il y avait des avantages, enfin il y a des avantages, il y avait des bonnes bases, on va dire, on avait la chance principalement d'avoir déjà les plans.
on connaissait la plupart des modifications qui avaient été faites sur l'édifice. Il y avait aussi une étude, un peu par hasard, qui s'était faite quelques années auparavant à peine sur la charpente, sur cette fameuse forêt de Notre-Dame, sur toute cette charpente qui avait détaillé vraiment pièce par pièce la structure. Sans ces documents, ça aurait été totalement impossible, finalement, de la refaire à l'identique. On avait donc cette bonne base de données. Par contre, après, il a fallu retrouver les gestes, il fallait retrouver les techniques. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, bien sûr, beaucoup de choses ont aussi été préparées par ordinateur. On n'a pas retourné quand même au XIIe siècle ou au XIIIe siècle pour essayer avec un stylo et un papier. Non, voilà, il y a eu quand même un petit peu de... Ce serait complètement faux de dire qu'on a refait ça exactement comme il y a 900 ans. Ou même comme à l'époque de Viollet-le-Duc, il y a 200-300 ans. Non, là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu retrouver beaucoup de techniques qui avaient disparu. Et donc, on a vu... moi, j'ai pu aller sur plusieurs ateliers qui préparaient cette reconstruction, notamment sur la charpente, et j'ai pu voir des ouvriers qui travaillaient avec des haches, au lieu d'envoyer de la scie circulaire comme on fait aujourd'hui pour faire des poutres. Non, là, ils taillaient chacun vraiment au fil du bois, à la hache, à la main, chaque poutre, une par une. Un travail titanesque et qui pourtant est tenu dans les temps. Et ce qui m'a marqué en plus de ça, c'est de voir donc toutes ces techniques anciennes, mais avec des jeunes. C'était pas des personnes de 60 ans qui étaient avec les haches, c'était des jeunes, des compagnons, mais des jeunes j'en ai vu 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, toute une nouvelle génération d'artisans, de compagnons qui ont acquis un savoir-faire, qui avait déjà des bases, évidemment avant, mais grâce à ce chantier, ont acquis un savoir-faire incroyable. Je peux d'ailleurs vous proposer d'écouter quelques-uns de ces compagnons. Je pense à un métier oublié, peut-être, qui est revenu au goût du jour, c'est celui de taillandier, celui de forgeron. J'ai pu en rencontrer un. C'est un métier qui avait quasiment totalement disparu. Donc un forgeron taillandier, c'est celui qui va faire c'est très précis, puisque c'est faire des outils, mais des outils tranchants. Ouais, vraiment. Et donc je lui ai demandé si c'était finalement un métier d'avenir. On l'écoute. Écouter. Forgeron, c'est un métier d'avenir, en tout cas c'est un métier qui est de plus en plus représenté aujourd'hui. Nous, on est une spécialité de forgeron, des taillandiers, c'est-à-dire des fabricants d'outils tranchants, qui est un métier, une branche de la forge qui a pratiquement disparu au cours du XXe, mais qui est en train de un peu de renaître de ses cendres là, aussi grâce à une cathédrale. Ma pratique du métier est antérieure au chantier de Notre-Dame. Ça fait entre 10 et 15 ans que je pratique ce métier-là. Et il y a plusieurs branches dans ce métier-là. On peut fabriquer des outils pour la pierre, pour la terre, pour le bois. Et c'est un regain d'intérêt pour le maraîchage, le jardinage, que ce soit pour des professionnels ou des particuliers, donc qui ont un besoin d'outils très qualitatifs. Il y a toujours aussi de la sculpture sur pierre, de la taille de pierre, et il y a toujours aussi des gens qui, comme ici, travaillent le bois vert et carrient à la hache. Donc ça revient de plus en plus. Il y a aussi une demande en outils, que ce soit du neuf ou de la restauration. Oui, Mathieu Lours, ces compagnons, ces jeunes compagnons, vous les avez vus travailler sur le chantier ? Oui, quand on va sur le chantier, on a vraiment une transmission générationnelle qui est là à l'œuvre. On voit les plus anciens qui forment les plus jeunes. Et moi, je vois parmi mes étudiants, qui sont entre guillemets plutôt des intellectuels, un regain d'intérêt pour ces métiers. Et on a parfois des étudiants qui demandent, après une formation théorique en histoire du patrimoine et de l'architecture, à s'engager pour devenir tailleur de pierre, pour devenir appareilleur. Enfin, ce qui ne serait peut-être pas arrivé s'il n'y avait pas eu l'incendie. Ça a complètement changé le regard de la jeunesse sur les chantiers, sur ce qu'est un chantier. Et on a toute une génération qui sera la génération Notre-Dame de Paris, dans le milieu de l'histoire de l'art, du patrimoine, et ça décloisonne complètement les savoirs. Et on avait pendant longtemps d'un côté les historiens, de l'autre côté les restaurateurs, les architectes. Là, tout le monde a appris à travailler ensemble. On travaillait déjà ensemble, mais de manière beaucoup plus segmentée. Et je crois que là, il y a une occasion à saisir pour la transmission et pour justement arriver à vendre aussi cette spécificité française. Oui. Un des gros défis, Julien, c'était celui de la coordination, parce qu'il a fallu aussi gérer tous ces corps de métier qui ont travaillé de façon aussi coordonnée sur le chantier. Oui, si on compare à un chantier normal, même une simple rénovation de sa maison, je dirais, on a toujours un petit peu de problème d'avoir dans les bons timings, d'avoir le plombier qui vient, l'électricien au bon moment, à l'électricien, qui toujours succède à attendre au tapissier, des semaines et des semaines et ce genre de chantier. Et là, c'était un balai très bien réglé. réglé. Ce soit
millimétré, je dirais presque à la seconde, peut-être pas quand même, mais on était vraiment sur des enchaînements de jours. Ça demandait un travail en amont qui est vraiment à noter, parce que réussir à mettre en synchronisation comme ça, différents corps de métier, très spécialisés, sur un chantier de cette taille, avec les contraintes aussi qu'il y a à Notre-Dame, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a à la fois déjà la position géographique, nous sommes en plein cœur de Paris, amener des matériaux, ce n'est pas si évident que ça quand on est sur l'île de la Cité. D'ailleurs, ils ont choisi parfois de les faire venir par péniche. À la fois, c'était plus vert, et puis surtout, ça évitait de passer dans les rues, ce qui facilite largement l'arrivée des matériaux. Il y a donc cette surface très réduite dans laquelle travailler. Et le nombre d'entreprises, vous l'avez dit, on a eu près d'une centaine d'entreprises en simultané, il me semble, et plusieurs... Jusqu'à 500 personnes qui travaillaient sur le chantier. Et tout ça avec des contraintes aussi liées notamment au plomb, on ne peut pas rentrer à l'intérieur de ce chantier comme sur n'importe quel autre chantier. Il faut le savoir, on a une décontamination avant d'y rentrer, en sortant. On porte des vêtements spéciaux qui sont réservés à l'intérieur. Ça demande aussi, moi par exemple qui venais avec une caméra, ça m'a demandé aussi de passer tout mon matériel à la décontamination. C'est très lourd comme système. Pour juste simplement rentrer sur un chantier, commencer sa journée de travail, ça prend déjà un petit peu de temps. Donc de réussir à harmoniser tous ces corps de métier sur un chantier de cette ampleur, tout en tenant les timings. Chapeau bas. Mathieu Lours, quel était le plus gros défi d'un point de vue architectural ? Alors du point de vue architectural, il y avait d'une part la réfection des voûtes. Des voûtes extrêmement fines, c'est quasiment du papier à cigarette, les voûtes de Notre-Dame, pour monter très haut à la fin du 12e. Les voûtes, c'est 10 à 15 cm d'épaisseur. Donc arriver à recoudre en quelque sorte les trous dans une affaire pareille, c'était technique, et les architectes ont vraiment réussi à faire un petit prodige de chirurgie monumentale. Et puis il y a reconstitué la flèche de Viollet-le-Duc. C'est quand même une structure en bois qui monte à 96 mètres au-dessus du sol, avec des contraintes techniques très précises. Il fallait à la fois la reconstruire à l'identique, tout en ayant la capacité d'avoir des petits aménagements pour justement garantir sa pérennité. Et ça, c'est vraiment un défi impressionnant. Et puis il y a eu le défi qu'on ne voit plus, qui était de démonter l'échafaudage qui avait plié sous l'intensité du brasier le jour de l'incendie. Et là, si cet échafaudage s'était écroulé sur lui-même, tout le cœur de la cathédrale partait. Sachant qu'il a fallu quand même plus d'1 an et demi, je crois, pour d'abord, avant de commencer le chantier, qui n'a vraiment commencé qu'en 2021, sécuriser le bâtiment. Trier les matériaux, préparer, étudier. En fait, la restauration, elle a démarré quasiment 2 ans après le désastre. Et heureusement, parce qu'on connaît Notre-Dame beaucoup mieux aujourd'hui que n'importe quelle autre cathédrale, alors que c'était une de celles qu'on connaissait le moins jusqu'à il y a quelques années. Ouais, on va y revenir. Et justement, on voit cette image qui était très émouvante. Je crois que c'était au mois de décembre, là, il y a 2-3 mois, quand le coq, alors c'est un nouveau coq, vous allez peut-être nous le raconter. Sur celle-là, pardon, parce que c'est mon image. Ce sont les images de Julien. Pour le coq, malheureusement, j'ai pas pu être là. Ça, c'est le bouquet de la charpente. C'est-à-dire que c'est une tradition chez les charpentiers. Quand on termine une charpente, on a ce grand bouquet qui arrive et qui est fixé tout en haut de la charpente. Donc ces images-là, en l'occurrence, c'était tout début janvier, le 12 janvier, il me semble que je les ai tournées. Et c'est un moment extrêmement, en effet, vraiment empreint d'émotion. Alors, peut-être moins pour le grand public qui le voyait d'en bas, il y avait encore les échafaudages autour, mais pour toutes ces équipes de charpentiers qui ont travaillé plusieurs mois d'affilée à plusieurs dizaines de mètres de haut à refaire cette forêt, c'était vraiment un grand moment. Et d'ailleurs, je veux bien vous proposer d'écouter, vous voyez les 2 personnes qui sont en train d'installer ce bouquet là tout là-haut, j'ai pu les interviewer, et vous allez voir à quel point ils sont émus de cet accomplissement, de cette fin de travail. La fin d'une grande aventure humaine et technique aussi. Donc ça fait un petit pincement au cœur de se dire que c'est bientôt fini, parce qu'il nous reste quand même quelques petites finitions, mais globalement ça marque la fin du chantier. Et puis c'est aussi une façon de célébrer tous ensemble ce beau chantier, cette belle aventure. Ouais, c'est émouvant. Là, il y a toute l'équipe qui a participé à l'équarrissage des bois, qui a taillé. Il y a une bonne partie des gars qui ont participé au chantier des charpentes médiévales du chœur et de la nef. Voilà, comme il disait Valentin, nous on a eu la chance de participer au levage. Il y en a plein, ils ont participé à des petits morceaux, et là, de leur montrer le travail fini et de partager ça avec eux, c'est fort.
Voilà, chacun a apporté sa pierre à l'édifice, sans mauvais jeu de mots. On parlait du coq à l'instant, donc installé en haut de la flèche reconstituée signée de Viollet-le-Duc et dont l'effondrement avait causé l'effondrement d'une partie du toit de Notre-Dame. Ce coq, il est intéressant puisque finalement, il a été refait à l'identique. Pas tout à fait à l'identique, un peu modernisé. Oui, parce que c'est Philippe Villeneuve, l'architecte, qui est en charge donc, de la maîtrise d'œuvre, le successeur de Viollet-le-Duc, en quelque sorte, qui, comme Viollet-le-Duc, a imprimé une marque discrète à l'édifice avec ce coq dont les ailes évoquent désormais des flammes. C'est un peu le phénix, la reconstruction. Donc, il y a toute une poésie autour de ce coq, très discrète, parce que quand on est au sol, à 96 mètres en haut, on ne voit pas forcément tous les détails, mais on sait que c'est un coq de 2024. Dans lequel ont été réinstallées les reliques qui étaient dans le coq. Les reliques, cette espèce de paratonnerre sacré en haut de la ville, avec les reliques qui font partie des plus précieuses de la cathédrale. On retrouve ça. Voilà, Julien. Et d'ailleurs, le coq qu'on a retrouvé par miracle, je crois, juste après l'incendie, sera exposé dans le futur musée de Notre-Dame, c'est ça ? Oui, ce sera une des pièces maîtresses. Il est actuellement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Il est là, blessé, mais ce très beau coq de Viollet-le-Duc, on pourra le voir de très près. Blessé, mais toujours là. Julien, quand on arrive aujourd'hui à Notre-Dame, quand on pousse la porte, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Si vous étiez déjà allé à Notre-Dame avant l'incendie, vous risquez de ne pas véritablement reconnaître les lieux. En fait. Voilà, pour ceux qui n'étaient jamais allés à Notre-Dame avant, c'est de mémoire de Parisiens, c'était un bâtiment extrêmement sombre, déjà, pour commencer. C'était la première chose qui frappait quand on entrait dans Notre-Dame. Je dirais comme finalement beaucoup d'églises et de cathédrales aujourd'hui, plutôt sombre, pas de décor de peinture particulièrement visible, une ambiance un peu austère comme ça. Un peu vieillotte, quoi. Voilà. Même d'ailleurs souvent un peu, on a une petite sensation de fraîcheur et puis d'humidité. Et tout ça, ça va être totalement différent. Là, quand on rentre déjà, ce qui marque en tout premier lieu, c'est la blancheur. Alors, ce n'est pas la blancheur, c'est la blondeur de la pierre retrouvée. Ça, c'est vraiment le terme utilisé. Donc, c'est un peu un ocre. Lait de chaud, clair. Voilà. Pour le terme technique. Voilà. Et c'est vrai que déjà, la première chose quand on arrive, c'est ça. C'est vraiment très impressionnant de voir cette luminosité à l'intérieur qu'on avait un peu oublié. Le fait aussi que les vitraux aient été restaurés et été rénovés change aussi beaucoup la lumière, tout simplement, qui rentre est largement plus importante qu'avant. Donc, ça donne une vision totalement différente. Alors, il y a encore beaucoup d'éléments. Alors là, vous voyez sur les images que j'ai tournées, il y a encore tous les échafaudages quasiment qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, ils ont quasiment tous disparu. Donc, on a vraiment l'intégralité du lieu qui est libre. Mathieu Lours, une nouvelle métamorphose de Notre-Dame, car tout au long de son histoire, elle en a connu d'autres, la cathédrale. On en est à la 7e ou la 8e. Parce que la cathédrale qu'on voit, la cathédrale du XIIe siècle, elle a été précédée par une cathédrale fondée au IVe siècle. Donc en fait, on ne voit que la moitié de l'histoire de la cathédrale de Paris quand on voit la cathédrale actuelle. Et son aspect, c'est en fait une stratification de 12e, 13e, 19e et maintenant 21e siècle. Et ça, c'est prodigieux parce qu'elle ne perd rien en unité. Chaque siècle a pensé la cathédrale comme un ensemble. Et quand on va y rentrer, qu'on va la voir donc lumineuse, éclaircie, eh bien on va percevoir beaucoup mieux qu'avant cette unité. Est-ce que vous avez découvert des choses de ce bâtiment que vous connaissiez déjà très bien, mais à la faveur des travaux justement ? On la redécouvre, ne serait-ce que visuellement, et puis intellectuellement, l'accompagnement scientifique du chantier nous permet de mieux comprendre comment la pierre, le métal, le bois, le verre fonctionnent pour former un tout cohérent. Julien, une Notre-Dame changée aussi parce que, vous l'avez dit, elle a été modernisée et tout a été fait dans les aménagements pour assurer sa pérennité pour au moins un millénaire encore. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit toujours qu'elle a été reconstruite à l'identique. Alors oui et non. Et en fait, l'apport du XXIe siècle, lui, va être quasiment invisible. Et c'est un peu cette grande force de cette modernité mise dans la cathédrale. C'est qu'auparavant, si vous étiez attentif, vous pouviez voir par exemple des fils électriques qui couraient le long des murs ou le long des colonnes pour aller alimenter l'éclairage. Tout ça a été intégré lors de cette reconstruction. Donc on a tout ce qui est réseau, le chauffage, il devrait faire un petit peu plus chaud. Fini cette ambiance glaciale et un peu humide. Il y a aussi un éclairage qui a été totalement repensé et qui a été extrêmement bien travaillé et avec une discrétion vraiment très forte sur toutes les installations. Et puis évidemment, la sécurité incendie.
Évidemment, il était hors de question de reconstruire sans avoir cette fois-ci véritablement le dernier cri de tout ce qui est anti-incendie, notamment avec un brumisateur, une immense, un peu comme sur pas mal d'autres structures de bâtiments publics, hein, mais évidemment là il fallait adapter. Donc mise en place de brumisateurs dans toute la charpente pour éviter bien sûr que de nouveau ça prenne feu. Voilà. Mathieu Lours, le bâtiment doit rouvrir ses portes le 8 décembre prochain. On imagine un afflux de visiteurs incroyable? Oui, on imagine et on espère que les visiteurs seront au rendez-vous, ce qui nécessite une prise en compte évidemment de ce qu'on appelle les flux à l'intérieur de la cathédrale et que puisse voisiner son usage cultuel et son usage culturel, finalement, suivant des modalités qui seront un petit peu changées dans les aménagements. Avant l'incendie, on avait notamment des cloisons qui isolaient la partie où les fidèles s'asseyent pour la messe et puis les visiteurs qui déambulaient autour. On avait un peu l'impression d'être un catholique en cage quand on allait assister à la messe. Tout ça sera terminé. Désormais, on aura une vision complète du monument et ça va décloisonner parce que quand on visite, on peut prendre un temps de spiritualité. Quand on est venu prier, on peut aussi avoir envie de se promener dans l'édifice et ça va permettre de retrouver ce qu'étaient les cathédrales au Moyen-Âge. Un lieu de rencontre, un lieu de circulation, de rencontre entre le sacré et le profane, entre les personnes. Et ça, c'est très très beau de voir que les architectes et le clergé affectataire de l'édifice prennent ça en compte. Sachant que la cathédrale appartient à l'État. Elle appartient à l'État, mais elle est mise à disposition perpétuelle, gratuite et exclusive du clergé catholique, comme toutes les églises de France construites avant 1905. Qui ne sont d'ailleurs pas, qui n'ont pas toutes bénéficié d'ailleurs de ces travaux à Notre-Dame et dont certaines auraient besoin aussi, mais c'est un autre sujet. Merci infiniment Mathieu Lours d'être venu ce matin sur le plateau de Parlons-en, les cathédrales dans le monde, religion, nation et pouvoir, c'est chez Gallimard. À lire donc pour aller plus loin. Merci beaucoup Julien. On attend votre dernier épisode Suivi de chantier. Le prochain épisode, ce sera donc avec Mélina Huette et ce sera en décembre, juste avant la réouverture. Merci infiniment. Merci à tous les deux.